19 août 1944, 5 heures du matin. Le colonel Henri Roltanguy descendit l'escalier étroit menant à son poste de commandement secret. 70 mètres sous les rues de Paris, dans les anciennes carrières sous la place d'Enferd-Rochereau. L'air était humide et froid. Des ampoules électriques faibles éclairaient les tunnels de pierre. Des tables en bois supportaient des cartes de Paris. Des téléphones de campagne reliaient le commandement au 19 arrondissement. C'était d'ici que Roltanguy dirigerait l'insurrection. La libération de Paris. L'opération la plus audacieuse de toute la résistance française. Les officiers allemands à Paris riaient des forces françaises de l'intérieur, des FFI, des partisans amateurs, disaient-ils dans leur messe, des communistes mal armés, des étudiants jouant aux soldats. La Wehrmacht avait 20 000 hommes dans Paris, des chars, de l'artillerie, des fortifications. Les FFI n'avaient que des pistolets et des fusils de chasse. Comment pourraient-ils défier la puissance allemande? C'était ridicule, impossible, suicidaire. Ce que les Allemands ne savaient pas, c'est que les FFI avaient un plan. Un plan élaboré pendant des mois. Ils avaient des armes cachées partout dans la ville. Ils avaient des milliers de volontaires prêts à se battre. Ils avaient la connaissance du terrain. Chaque rue, chaque immeuble, chaque égout. Et surtout, ils avaient la détermination. Paris avait été occupé pendant 4 ans. 4 longues années d'humiliation, de privation, de terreur. Les Parisiens en avaient assez. Ils étaient prêts à se battre, à mourir si nécessaire. Mais Paris serait libre. En 6 jours, du 19 au 25 août, les FFI libéreraient Paris. Ils construiraient 600 barricades. Ils mèneraient des milliers de combats de rue. Ils forceraient la garnison allemande à se rendre. Et ils le feraient avec presque rien. Des armes légères, peu de munitions, aucun soutien aérien. C'était David contre Goliath. Mais cette fois, David gagnerait. L'histoire commence en juin 1940. L'Allemagne avait conquis la France en 6 semaines. Paris était tombé sans combat. Le gouvernement français avait fui. Le maréchal Pétain avait signé l'armistice. Les Allemands défilèrent sur les Champs-Élysées. Ils installèrent leurs drapeaux sur la tour Eiffel. Ils réquisitionnèrent les meilleurs hôtels. Paris était devenu une ville allemande, mais certains Français refusèrent d'accepter la défaite. Ils formèrent des groupes de résistance. Ces groupes étaient petits au début, désorganisés, mal équipés, mais ils grandirent. En 1941, plusieurs mouvements de résistance existaient à Paris. Combat, Libération Nord, Front National. Chacun avait sa propre structure, son propre leadership, ses propres méthodes. Le Front National était dominé par les communistes. Ils avaient de l'expérience dans la clandestinité. Le Parti communiste avait été interdit avant la guerre. Ses membres savaient comment opérer en secret. Ils savaient comment recruter, comment organiser des cellules, comment maintenir la sécurité. Cette expérience serait cruciale. Henri Roltanguy était l'un de ces communistes, né en 1908 dans une famille ouvrière, métallurgiste de formation, militant communiste depuis l'âge de 17 ans. En 1936, il s'était battu en Espagne, avec les brigades internationales contre Franco. Il avait appris le combat urbain là-bas, à Barcelone, à Madrid. Il savait comment des civils armés pouvaient tenir tête à une armée régulière. Quand la guerre éclata, Roll s'engagea. Il combattit en 1940. Il fut fait prisonnier. Il s'échappa. Il rejoignit la résistance à Paris. Il monta rapidement dans la hiérarchie. En 1943,
Il commandait les FTP moi, les francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés, des groupes de résistance étrangers, espagnols, italiens, polonais, arméniens. Ces hommes n'avaient rien à perdre. Ils se battaient férocement. En février 1944, le général Koenig fut nommé commandant des FFI. Koenig était un héros de Bir Hakeim. Il représentait De Gaulle. Son rôle était d'unifier la résistance, de coordonner les différents mouvements. C'était difficile. Les communistes se méfiaient de De Gaulle. De Gaulle se méfiait des communistes. Mais ils avaient un ennemi commun, les Allemands. Roll fut nommé commandant régional FFI pour Paris. C'était en mars 1944. Il avait sous ses ordres tous les groupes de résistance parisiens, communistes, gaullistes, socialistes, anarchistes, des milliers d'hommes et de femmes. Beaucoup n'avaient jamais tenu un fusil. Roll devait les organiser, les entraîner, les préparer à la bataille qui viendrait. La préparation se fit en secret. Les FFI identifièrent les cibles stratégiques, les postes de police, les bâtiments administratifs, les gares, les ponts, les centrales électriques. Chaque cible fut assignée à une unité spécifique. Des plans détaillés furent élaborés. Où attaquer? Comment attaquer? Quand attaquer? Rien n'était laissé au hasard. Les armes furent accumulées lentement. Chaque arme volée aux Allemands était précieuse. Chaque parachutage britannique était une bénédiction, mais il n'y en avait jamais assez. En août 1944, les FFI parisiens avaient environ 600 fusils, 200 mitraillettes, quelques mitrailleuses lourdes, des grenades, des cocktails Molotov. C'était dérisoire face à la puissance allemande. La garnison allemande de Paris comptait environ 20 000 hommes en août 1944, principalement des troupes de sécurité, des policiers militaires, des soldats plus âgés. Ce n'étaient pas les meilleures troupes allemandes. Les divisions d'élite se battaient en Normandie, mais ils étaient toujours bien armés, bien entraînés, et ils occupaient des positions fortifiées. Le commandant allemand était le général Dietrich von Koltitz, un vétéran endurci. Il avait combattu en Pologne, en France, en Russie. Il avait une réputation de dureté. On disait qu'il avait détruit Rotterdam en 1940, qu'il avait rasé Sébastopol en 1942. Hitler l'avait choisi pour Paris précisément pour cette raison. Si Paris se rebellait, Koltitz la détruirait. Le 6 août, Koltitz reçut ses ordres directement d'Hitler. Si les Alliés approchaient de Paris, il devait transformer la ville en champ de ruines, détruire tous les ponts sur la Seine, faire sauter les monuments, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, incendier les quartiers entiers si nécessaire. Paris ne devait pas tomber intact aux mains des Alliés. Ces ordres horrifièrent Koltitz. Détruire Paris, la plus belle ville du monde, c'était de la folie. Début août, la situation militaire se détériorait pour les Allemands. Les Alliés avaient leur percée en Normandie. Ils fonçaient vers Paris. L'armée rouge avançait à l'est. L'Allemagne perdait la guerre. Mais Hitler ordonnait de se battre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière balle. Koltitz savait que ses ordres étaient insensés. Mais il était un soldat allemand. Il obéissait aux ordres. Le 10 août, les cheminots parisiens se mirent en grève. C'était le signal. La résistance passive devenait résistance active. Les trains s'arrêtèrent. Les Allemands ne pouvaient plus déplacer des troupes par rail. Le 15 août, les policiers parisiens se joignirent à la grève. 3000 policiers. Beaucoup avaient secrètement rejoint la résistance. Maintenant, ils sortaient au grand jour.
Le 18 août, des affiches apparurent partout dans Paris, appelant les Parisiens à se préparer à l'insurrection, à construire des barricades, à rassembler des armes. Les Allemands tentèrent de les arracher, mais de nouvelles apparaissaient constamment. L'atmosphère dans Paris était électrique. Quelque chose allait se passer. Tout le monde le sentait. Le 19 août à 9 heures du matin, l'insurrection commença, partout dans Paris, simultanément. Les FFI prirent d'assaut les mairies d'arrondissement, les commissariats de police, les bâtiments administratifs. Les combats éclatèrent dans tout Paris. Les Allemands furent pris par surprise. Ils ne s'attendaient pas à une action coordonnée à cette échelle. Dans le 4e arrondissement, un groupe de FFI attaqua l'hôtel de ville. C'était un objectif symbolique, le cœur administratif de Paris. Les Allemands l'avaient fortifié. Ils avaient des mitrailleuses aux fenêtres. Les FFI n'avaient que des fusils, mais ils attaquèrent quand même. Les combats durèrent toute la matinée. Finalement, les Allemands se retirèrent. L'hôtel de ville était libre. Dans le 6e arrondissement, les FFI s'emparèrent du Sénat. Les Allemands l'utilisaient comme caserne. Une centaine de soldats y étaient stationnés. Les FFI les encerclèrent. Ils coupèrent l'électricité. Ils coupèrent l'eau. Les Allemands étaient piégés. Après 6 heures de siège, ils se rendirent. 70 prisonniers. Et surtout, leurs armes, des fusils, des mitrailleuses, des munitions, un trésor pour les FFI. La réaction allemande fut brutale. Koltitz ordonna à ses troupes de reprendre le contrôle. Des colonnes de chars Panther roulèrent dans les rues. Ils tirèrent sur les bâtiments occupés par les FFI. Les obus explosaient, les immeubles s'effondraient, mais les FFI ne reculaient pas. Ils se battaient de fenêtre en fenêtre, de toit en toit. Le combat urbain était leur avantage. Les Parisiens ordinaires rejoignirent la lutte. Des milliers de civils construisirent des barricades. Ils arrachèrent les pavés des rues. Ils renversèrent des voitures, des tramways, des chariots. Ils empilèrent des meubles, des sacs de sable, n'importe quoi qui pouvait arrêter un char. En quelques heures, 600 barricades barraient les rues de Paris. Ces barricades n'auraient pas arrêté une attaque déterminée. Un char Panther pouvait les écraser facilement, mais elles ralentissaient les Allemands. Elles les forçaient à s'arrêter, à manœuvrer. Et pendant qu'ils manœuvraient, les FFI leur tiraient dessus depuis les fenêtres, depuis les toits. Les Allemands ne savaient pas d'où venaient les tirs. Chaque rue était un piège potentiel. Un jeune résistant nommé Marcel Dassault construisit une barricade rue de Rivoli. Il avait 19 ans, étudiant en médecine. Il n'avait jamais combattu. Mais maintenant, il arrachait des pavés avec ses mains. D'autres se joignirent à lui. Un boucher, un professeur, une couturière. Ensemble, ils bâtirent un mur de 2 mètres, des pavés, des meubles, une voiture abandonnée. En 3 heures, la barricade était terminée. Un char allemand arriva à midi. Il s'arrêta devant la barricade. Le commandant sortit la tête de la tourelle. Il regarda la barricade. Il rigola. Il cria quelque chose en allemand. Ses hommes rirent avec lui. Puis le char avança. Il commença à pousser la barricade. Les pavés roulaient. Les meubles craquaient. La voiture grinçait. Marcel et ses camarades se cachaient dans un immeuble. Ils avaient 3 fusils, 2 grenades, un cocktail Molotov. Marcel tenait le cocktail. Sa main tremblait. Il n'avait jamais lancé de grenade. Il n'avait jamais tué personne. Mais les Allemands étaient là, dans sa rue, dans sa ville. Il devait agir. Le char franchit la barricade. Il roula lentement dans la rue. Marcel sortit de sa cachette.
Il courut vers le char. Il lança le cocktail Molotov. La bouteille se brisa sur le moteur. Des flammes jaillirent. Le char s'arrêta. La fumée noire sortait. Les Allemands paniquèrent. Ils sortirent du char. Les résistants tirèrent. 2 Allemands tombèrent. Les autres coururent. Le char brûlait. La rue était libre. Cette scène se répéta des centaines de fois. Dans tout Paris, des civils ordinaires devenaient des combattants. Ils n'avaient pas d'entraînement, pas d'expérience, mais ils avaient du courage. Et ils connaissaient leur ville, chaque ruelle, chaque cour, chaque toit. Les Allemands ne connaissaient pas Paris comme eux. Le 20 août, les combats s'intensifièrent. Les Allemands lancèrent des contre-attaques. Ils voulaient reprendre les bâtiments perdus. Des combats féroces éclatèrent autour de la préfecture de police. Les FFI l'avaient prise le premier jour. C'était un symbole important. Les Allemands voulaient la récupérer. Ils attaquèrent avec des chars, avec de l'infanterie. Les FFI se défendirent désespérément. La préfecture était un bâtiment massif. 5 étages, des murs épais, des centaines de pièces. Les FFI l'avaient fortifié. Ils avaient barricadé les portes, empilé des meubles aux fenêtres, installé des postes de tir. Environ 200 résistants étaient à l'intérieur. Ils avaient des fusils, quelques mitrailleuses, des grenades, mais peu de munitions. Les Allemands attaquèrent à 10 heures. 3 chars, 200 soldats. Ils bombardèrent d'eau la préfecture. Les obus explosaient. Les fenêtres volaient en éclats. Les murs tremblaient. Mais les FFI tenaient. Ils tiraient avec parcimonie. Chaque balle comptait. Ils visaient les officiers allemands, les servants de mitrailleuses, les cibles importantes. Le combat dura 6 heures. Les Allemands ne purent pas entrer. Chaque tentative était repoussée. À 16 heures, ils se retirèrent. Ils avaient perdu 30 hommes. Les FFI en avaient perdu 8. Mais la préfecture était toujours libre. C'était une victoire morale immense. Les munitions manquaient cruellement. Chaque balle comptait. Les FFI apprirent à tirer avec parcimonie, à viser soigneusement, à ne pas gaspiller. Ils récupéraient les armes des Allemands tués. Chaque fusil allemand capturé était distribué à un nouveau combattant. L'insurrection grossissait d'heure en heure. Les femmes jouèrent un rôle crucial. Elles transportaient les messages entre les unités. Elles soignaient les blessés. Elles fabriquaient des cocktails Molotov. Elles construisaient des barricades. Certaines se battaient directement, armées de pistolets ou de grenades. L'insurrection de Paris n'était pas seulement une affaire d'hommes. C'était tout un peuple qui se levait. Simone Lefort avait 32 ans, infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Quand l'insurrection commença, elle s'engagea comme infirmière FFI. Elle soignait les blessés dans des caves, dans des appartements, sans médicaments, sans anesthésie, avec presque rien. Mais elle sauvait des vies, des dizaines, des centaines peut-être. Le 20 août, elle soigna un jeune résistant. Il avait 17 ans. Une balle dans le ventre. Il saignait beaucoup. Il allait mourir sans chirurgie. Mais il n'y avait pas de chirurgien, pas d'hôpital. Les Allemands contrôlaient les hôpitaux. Simone fit ce qu'elle put. Elle arrêta l'hémorragie. Elle nettoya la plaie. Elle pria. Le garçon survécut. Simone pleura de joie. Le 21 août, une trêve fut négociée. Le consul suédois Raoul Nordling servit d'intermédiaire. Il rencontra Koltitz. Il rencontra les représentants FFI. Une trêve de quelques jours, pour permettre l'évacuation des civils. Pour éviter un bain de sang, les deux côtés acceptèrent. Mais la trêve était fragile. Des combats sporadiques continuaient. Roltanguy était furieux de cette trêve. Il n'avait pas été consulté.
Les gaullistes avaient négocié dans son dos. Ils voulaient continuer le combat. Chasser les Allemands complètement. Pas de compromis, pas de trêve. Il envoya un message à toutes les unités FFI. Continuez à vous battre. Ne respectez pas la trêve. Libérez Paris. La trêve ne tint que 24 heures. Le 22 août, les combats reprirent de plus belle. Les FFI attaquèrent des positions allemandes partout. Les Allemands ripostèrent durement. Les bombardements reprirent. Les incendies aussi. Paris brûlait par endroits. Mais la ville tenait. Pendant ce temps, les Alliés approchaient. La 2e division blindée française, commandée par le général Leclerc, fonçait vers Paris. Leclerc avait reçu l'ordre d'Eisenhower de libérer Paris. Il devait arriver avant que les Allemands ne détruisent la ville, ou avant que les communistes ne prennent le contrôle complet. Leclerc partit de Rambouillet le 23 août. Sa division comptait 16 000 hommes, 200 chars Sherman, des half-tracks, de l'artillerie. C'était une force formidable, mais le chemin vers Paris était défendu. Les Allemands avaient né des positions partout. Leclerc dut se battre pour avancer. Le 24 août à 15 heures, Leclerc décida d'envoyer une avant-garde. Le capitaine Raymond Dronne commanderait. Avec 172 hommes, 3 chars Sherman, quelques half-tracks. Mission, entrer dans Paris, atteindre l'hôtel de ville, montrer aux Parisiens que l'armée arrivait. Dronne partit à 16 heures. Il contourna les positions allemandes. Il prit des petites routes. Il traversa des villages. À 20 heures, il atteignit la porte d'Italie. Il était dans Paris. Les Parisiens n'en croyaient pas leurs yeux. Des chars français. L'armée française. La libération était là. Dronne roula rapidement vers le centre. Il évita les positions allemandes. Les FFI le guidaient. À 21h30, il atteignit l'hôtel de ville. Les FFI l'acclamèrent. Il pleurait de joie. Dronne monta au beffroi. Il donna l'ordre de sonner les cloches. Les cloches de Notre-Dame sonnèrent. Puis toutes les églises de Paris. La ville entière savait. L'armée était là. Le 25 août à 7 heures, la division Leclerc entra en force dans Paris. Des milliers de soldats, des centaines de chars. Les combats éclatèrent immédiatement. Les Allemands résistaient. Ils se battaient dans les rues, autour des bâtiments officiels, près du Sénat, au Luxembourg, aux Invalides. Le combat le plus dur fut au Luxembourg. Les Allemands s'y étaient retranchés. Ils avaient des chars, de l'artillerie, des centaines d'hommes. Leclerc dut utiliser ses chars, son artillerie. Le combat dura 4 heures. Finalement, les Allemands se rendirent. 300 prisonniers. À 14 heures, Coltitz savait que c'était fini. Il était dans son quartier général, à l'hôtel Meurice. Ses troupes étaient battues partout. Il n'avait plus de réserve, plus d'options. Il décida de se rendre. Il envoya un émissaire à Leclerc. Il offrait de rendre Paris. Leclerc accepta. Il envoya des officiers au Meurice. À 15 heures, Coltitz signa la reddition. Dans son bureau, Leclerc signa pour les Alliés. Mais Rol-Tanguy insista pour signer aussi. Il représentait les FFI, les Parisiens qui s'étaient battus. Leclerc accepta. La signature commune reconnaissait le rôle crucial des FFI. La reddition fut ensuite formalisée à la gare Montparnasse. C'était à 15h30. Coltitz arriva en voiture, entouré de soldats français. Il monta à l'étage. Dans une salle, Leclerc l'attendait. Rol-Tanguy aussi. Et les journalistes, le monde allait voir. Coltitz signa les documents. Il était calme, digne. Il savait qu'il désobéissait à Hitler, qu'il serait peut-être fusillé. Mais il avait épargné Paris. Il avait désobéi aux ordres de destruction. Il avait choisi l'humanité plutôt que la folie, les combats,
ne cessèrent pas immédiatement. Certains Allemands ne voulaient pas se rendre. Des tirailleurs isolés continuèrent à tirer. Mais c'était fini. Paris était libre. Le 26 août, De Gaulle entra dans Paris. Il descendit les Champs-Élysées à pied. 2 millions de Parisiens l'acclamèrent. C'était le triomphe. 4 ans d'occupation se terminaient. Le bilan de l'insurrection était lourd. Environ 1500 FFI et civils tués. 3000 blessés. Les Allemands perdirent environ 3000 hommes, tués ou capturés. Mais Paris était intact. Les ponts n'avaient pas été détruits. Les monuments étaient debout. Coltitz avait épargné Paris. L'insurrection de Paris prouva plusieurs choses. D'abord, que la résistance française était une force militaire réelle, pas des amateurs, des soldats organisés, disciplinés, courageux. Ensuite, que les civils pouvaient défier une armée d'occupation, avec peu de moyens, mais beaucoup de détermination. Enfin, que Paris ne pouvait pas être tenu contre sa volonté. La Wehrmacht avait sous-estimé les FFI, gravement. Elle pensait que des partisans mal armés ne poseraient pas de problème. Elle avait tort. Les FFI avaient l'avantage du terrain, l'avantage du nombre et l'avantage de se battre pour leur ville, leur pays, leur liberté. Ces avantages compensaient le manque d'armes lourdes. Les tactiques FFI étaient adaptées au combat urbain. Ils évitaient les batailles rangées. Ils frappaient vite, puis disparaissaient. Ils utilisaient les toits, les égouts, les cours intérieures. Les Allemands ne pouvaient pas utiliser leur puissance de feu supérieure efficacement. Chaque rue était un labyrinthe. Chaque immeuble, une forteresse potentielle. Les barricades étaient psychologiquement importantes. Elles montraient que les Parisiens résistaient, qu'ils n'avaient pas peur. Un char pouvait détruire une barricade en quelques secondes, mais cela prenait du temps. Et pendant ce temps, les FFI tiraient depuis les fenêtres. Les Allemands perdaient des hommes pour quelques mètres de rue. Ce n'était pas soutenable. Le rôle de Rol-Tanguy fut crucial. Il coordonna l'insurrection depuis son PC souterrain. Il distribuait les ordres. Il déplaçait les unités. Il concentrait les forces où c'était nécessaire. Sans cette coordination, l'insurrection aurait été chaotique, désorganisée. Elle aurait probablement échoué. Rol donna une structure militaire à la révolte populaire. La décision de Coltitz d'épargner Paris reste controversée. Certains disent qu'il désobéit par conscience, qu'il ne voulait pas détruire la belle ville. D'autres disent qu'il savait que la guerre était perdue, que détruire Paris ne servirait à rien, qu'il voulait sauver sa peau. La vérité est probablement entre les deux. Coltitz était un soldat prussien, mais il n'était pas fou. Il voyait que l'Allemagne perdait. Détruire Paris ne changerait pas ça. L'héritage de l'insurrection parisienne est immense. Elle inspira d'autres villes. Marseille se libéra, Lyon aussi, Toulouse, Bordeaux. Partout en France, les FFI se levèrent. Ils libérèrent leur ville avant l'arrivée des Alliés. La France ne fut pas seulement libérée de l'extérieur, elle se libéra elle-même. Pour les Parisiens, l'insurrection lava l'humiliation de 1940. Paris était tombé sans combat en juin 1940. 4 ans plus tard, elle se battait, elle résistait, elle gagnait. C'était une question d'honneur, de fierté. Les Parisiens avaient prouvé qu'ils n'étaient pas des lâches, qu'ils étaient prêts à se battre pour leur liberté. Les FFI prouvèrent que la résistance n'était pas un mythe, pas une invention de propagande. C'était une réalité. Des dizaines de milliers de Français avaient résisté, combattu. Beaucoup étaient morts, mais ils avaient contribué à la victoire. Sans eux, la libération aurait été différente,
plus longue, plus coûteuse, plus sanglante. La reconnaissance internationale vint rapidement. Les Alliés admirèrent le courage des Parisiens. Eisenhower lui-même félicita les FFI. Il reconnut leur contribution. De même, Gaulle utilisa l'insurrection pour légitimer son gouvernement. Il pouvait dire que la France s'était libérée elle-même, qu'elle n'était pas une simple spectatrice. C'était crucial pour son autorité. Les communistes tentèrent de s'approprier la victoire. Ils avaient effectivement joué un rôle majeur. Roll était communiste. Beaucoup de combattants FFI étaient communistes. Mais l'insurrection n'était pas seulement communiste. C'était une insurrection nationale. Tous les Français unis, toutes les tendances politiques. C'était la force de Paris. 80 ans plus tard, on se souvient encore de l'insurrection. Des plaques commémoratives marquent les lieux de combat. Les noms des morts sont gravés. Les barricades ont disparu depuis longtemps, mais leur mémoire reste. Chaque Parisien sait que sa ville s'est libérée elle-même. C'est une source de fierté, un héritage précieux. L'histoire de l'insurrection parisienne enseigne des leçons importantes. D'abord, qu'un peuple déterminé est difficile à vaincre, même face à une armée puissante. Ensuite, que la volonté compte autant que les armes. Les FFI manquèrent d'armes lourdes, mais ils avaient la volonté de vaincre. Cela compensait beaucoup, enfin, que l'unité est essentielle. Les différentes factions de la résistance s'unirent. Elles mirent leurs différences de côté. Elles se concentrèrent sur l'ennemi commun. Cette unité fut la clé du succès. La Wehrmacht sous-estimait les FFI. Elle les voyait comme des amateurs, des partisans désorganisés. Elle apprit sa leçon. En 6 jours, ces amateurs libérèrent de Paris. Ils forcèrent une garnison de 20 000 soldats à se rendre. Ils prouvèrent que la détermination bat la puissance de feu, que le courage bat les chars, que l'amour de la liberté bat la tyrannie. Paris fut libre, et le monde entier le sut.